Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se poser une question: comment bien former les futurs professionnels de la gestion de patrimoine? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par deux experts. Tout d'abord par Stéphanie Gagné. Bonjour Stéphanie Gagné. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe chez Norcia. Norcia qui a notamment mis en place un incubateur pour les futurs ou nouveaux jeunes CGP. On en parlera dans un instant. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Éric Pichet. Bonjour Éric Pichet. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes professeur et notamment directeur du master spécialisé patrimoine et immobilier à Kedge Business School. On va commencer peut-être avec vous, Éric Pichet. On en parlait juste avant l'émission. Quand on veut commencer à se former à la gestion de patrimoine, ça arrive après ses études finalement. C'est après son premier master. On fait un master spécialisé pour la gestion de patrimoine? Non, pas forcément. Non, en fait, il y a une centaine de formations spécialisées en gestion de patrimoine en France, qui sont des formations de master en général. D'accord. Master 2. C'est-à-dire qu'on se spécialise plutôt après bachelor, 2 ans, master 1, master 2, assez souvent en alternance d'ailleurs. Bon, ma formation, c'est un master spécialisé. D'accord. Donc c'est un bac 6, je le recrute à master 2. Voilà. D'accord. Mais ça reste très... C'est pour les CGP qui veulent être encore plus spécialisés, c'est ça, sur un sujet en particulier? Oui, ou les étudiants qui veulent vraiment commencer en banque privée. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour se lancer dans un métier en lien avec la gestion de patrimoine, pour aller suivre une formation en gestion de patrimoine, Éric Pichet? Il faut à la fois des compétences techniques. D'accord. Donc il faut être bon en finance ou en maths? Non, c'est ça? c'est plutôt du droit. Okay. Du droit fiscal. Enfin, la fiscalité, c'est du droit, hein, bien sûr. Donc des bonnes connaissances de base en droit, des bonnes connaissances également en finance de marché notamment, pour tout ce qui est actions, obligations, etc. Il faut quand même comprendre ce qu'on va conseiller à ses clients demain. Exactement, les actifs. Et il faut avoir une bonne culture générale, parce qu'il faut s'intéresser à tout. S'intéresser à l'économie, s'intéresser à l'écologie, à l'environnement qui nous concerne finalement. Qui est mouvant, et d'ailleurs on va en parler, mais alors, je suis quand même un peu interpellé que la première connaissance que vous mentionnez, c'est juridique. Avant même d'aller chercher les investissements ou les placements, c'est juridique, c'est les montages juridiques, ou en tout cas la connaissance juridique. Le droit dans nos métiers, c'est la base, et non seulement pour les produits, mais également pour le métier. D'ailleurs, on voit de plus en plus que les contraintes réglementaires sont de plus en plus lourdes pour tous les conseillers, qui passent souvent plus de la moitié de leur temps à régler des problèmes réglementaires. Stéphanie Gagné, alors avant de parler de l'incubateur de Norcia, vous êtes d'accord avec ce constat que d'abord la vraie complexité d'un métier de CGP aujourd'hui, c'est le juridique dans un premier temps, avant d'aller regarder tout ce qui est placement et investissement? Je ne vais pas déborder sur le sujet en lui-même, mais quand on a interrogé, puisqu'on a eu cette démarche-là, avant de sortir notre offre incubateur by Norcia, on s'est dit de quoi ont besoin les nouveaux CGP? Qu'est-ce qui leur manque? Il n'y a pas que des jeunes, parce qu'il y a des CGP plus âgés qui se lancent. D'accord. Et puis il y a des jeunes, effectivement, qui sortent de l'école. Donc je différenciais les deux profils. Donc on les a interrogés une dizaine de jeunes CGP, c'est-à-dire installés à moins de 2 ans. Et puis on va leur demander quels étaient leurs besoins, ou quels sont leurs besoins. Non, moi, c'est du bon sens et on ne va pas se tromper. Et donc le premier pan, le premier facteur, la première contrainte, la première problématique, c'est juridique et réglementaire. D'accord. C'est déjà à l'installation, c'est-à-dire que, juridique au sens large, c'est-à-dire quelle structure, comment je vais monter ma boîte. Ah oui, donc juridique en tant qu'entrepreneur finalement. C'est vraiment juridique au sens large. D'accord. Parce qu'eux-mêmes ont des problématiques de chef d'entreprise. Donc, par rapport à mon régime matrimonial, ma situation, donc quelle est la forme juridique que va prendre ma société, nom propre, SARL, SAS, enfin bref. C'est amusant, c'est-à-dire que les questionnements en fait, des CGP sont ceux sur lesquels ils vont potentiellement accompagner demain, justement, vous voyez le régime matrimonial. Ce sont des chefs d'entreprise. Oui, d'accord. Donc au final, les cas qu'ils vont traiter, c'est un peu eux-mêmes aussi, par la même occasion. Donc il y a cette partie en amont, ensuite il y a la partie agrément, parce que CGP, c'est quand même une petite d'agrément. C'est pas un agrément CGP. Vous avez l'agrément de courtier, vous avez l'agrément IEBSP, vous avez l'agrément CIF, vous avez éventuellement la carte T, et à chaque métier, vous avez des obligations. Alors, des obligations qui vont dans le sens du client. Donc, c'est pas qu'une obligation... Pour protéger le client. Pour protéger le client. Oui. C'est l'idée de base. Donc, avant de développer son activité, il faut d'abord avoir le droit de l'exercer et ensuite de sécuriser son activité. Parce que si on a une activité et qu'on se fait coller au premier contrôle AMF... Ça bien sûr. Oui. Donc, ces problématiques-là, elles ont été clairement identifiées. Après, il y a juridique, réglementaire, mais il y a effectivement tout ce qui est ingénierie patrimoniale.
Donc, alors nous, ça tombe bien, on avait une équipe... Donc pardon, ingénierie patrimoniale, ça remonte aussi des manques ou des besoins que vous avez identifiés lorsque vous avez fait le sondage dont vous nous avez parlé. C'est dans le premier. D'accord. Il y a une dizaine d'items, une dizaine de CGP. Alors on a pris des échantillons très différents avec des profils différents. Et vraiment, c'est le premier qui ressort. Après, il y a le sourcing client en deuxième pour tout vous livrer. En troisième, c'est l'IT. Logique, oui, bien sûr. Ouais. En quatrième, marketing, communication. Et prospection, c'est vraiment en cinquième. Donc on voit bien que voilà, c'est étrange parce que spontanément, c'est pas, on ne serait pas allé directement vers ces services-là. Et donc, on a décliné, puisqu'on avait ces matières grises et cette valeur d'entreprise, l'ensemble des services en fonction de leurs besoins. Mais oui, une ingénierie patrimoniale, évidemment qu'ils connaissent leur métier. Alors, petite digression, il y a quand même deux types de conseillers. Il y a les conseillers qui sont des pros de la structuration patrimoniale, de l'organisation patrimoniale, qui vont être des pros sur la transmission, la fiscalité, etc. Et on trouve quand même un deuxième profil, alors c'est pas aussi tranché, mais d'allocataires. C'est-à-dire qu'il y a des cycles... Qui sont plus spécialisés placement pour le coup. Sur l'allocation d'actifs, la sélection de fonds, la sélection de gérants, l'allocation... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment Et Éric Pichet, troisième catégorie, c'est les médecins du patrimoine. C'est-à-dire les gens qui des généralistes. C'est d'ailleurs l'essentiel pour moi, enfin à mon avis. D'ailleurs, des gens qui vont accompagner les particuliers, donc c'est un métier libéral, on accompagne des particuliers sur le long terme et sans se focaliser tout de suite sur les produits ou sur la structuration. Donc c'est ceux chez qui on va faire un check-up santé patrimoniale, c'est ça, et qui vont ensuite vous... Le bilan patrimonial, c'est nécessaire. Et après, ce sont on fait le diagnostic, on évolue et on essaye de bien comprendre quels sont les besoins à court terme et surtout à long terme du client. Et j'aurais dû commencer par cette question, Éric Pichet, et je rejoins ce que nous a dit Stéphanie Gagné en vous posant la question, c'est quel est l'âge des gens qui font un master spécialisé en patrimoine et immobilier? Moi, c'est très simple, ils ont 18 ans pour le bac, donc... Ah oui, d'accord, c'est forcément en master 6, il n'y a pas de... Ils ont les miens, et là, je recrute d'accord, ok, je comprends. La promotion 2000. Donc on est vraiment sur de la formation initiale, d'accord. Initiale, ils ont quand même bac 6. Hein. Oui, c'est vrai. Ils sortent bac 6. Et alors justement, avant concrètement, aujourd'hui, cette émission s'en fait l'écho depuis maintenant un an. Le contexte d'investissement, le contexte de placement, même le contexte fiscal évolue. En ce moment, on parle de réforme des retraites, on parle d'inflation, on parle d'évolution du métier. Est-ce que c'est des choses qui sont intégrées dans les masters, dans la formation initiale? L'environnement, il évolue tout le temps. Hein, de toute façon, ça fait 25 ans que je fais ce métier de former des jeunes. Ça a toujours évolué. On a eu toutes les crises possibles et imaginables et on en aura d'autres dans 2-3 ans. Donc il faut effectivement, à partir d'un curriculum, c'est-à-dire d'un ensemble de cours de 480 heures par an, pour vous donner un ordre d'idée, il faut que chaque intervenant puisse effectivement faire évoluer son cours. D'accord. C'est chaque intervenant qui fait évoluer son cours, et nous, on essaye de s'assurer qu'il y a une cohérence de l'ensemble, hein, c'est ça. Oui, mais par exemple, quand on voit que l'inflation progresse, que du coup, le livret A voit son taux augmenter, qu'on peut se poser la question en tant qu'épargnant de se dire, oui, on me propose des investissements en actions, mais en même temps, j'ai du 3% sur mon livret A. Qu'est-ce que le gestionnaire de patrimoine doit peut-être prendre des décisions différentes que celles qu'il avait l'habitude de prendre il y a 5 ans? Est-ce que ça, du coup, est-ce que c'est intégré dans la formation ou non? Ou c'est après, derrière, à chaque CGP de se faire son idée? Non, c'est-à-dire que, en fait, la formation, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait à la fois un aspect théorique, un peu théorique, et puis des intervenents qui sont des professionnels. Oui, qui eux vont expliquer comment ça fonctionne. Voilà, d'accord, comment ils le font. L'important, c'est pas de dire, voilà, je vais vous dire où on en est avec l'inflation à 6%, les conseils. Parce que ça, dans 3 ans, ce sera différent. Oui, bien sûr. À 7 ou elle sera à 5, peu importe. Voilà. Donc ce qu'il faut, nous, c'est qu'on leur donne un cadre théorique qui leur permet de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est le boulot des formateurs. C'est d'abord ça le boulot des formateurs. Oui, puis surtout que là, j'ai pris un exemple d'investissement, mais alors si on parle d'évolution fiscale aussi, ça change... souvent. Ça ne sert à rien de faire 70 heures de cours pour apprendre le Code général des impôts. Il change tout le temps. L'important, c'est de comprendre comment ça se construit et puis de le suivre, évidemment, régulièrement. Voilà. C'est ça qui est important. Stéphanie Gagné, quand les futurs conseils en investissement financier, les futurs CGP sortent de l'école ou sont en reconversion professionnelle, comme ceux que vous avez pu mentionner, effectivement, vous constatez que le premier trou dans la raquette, c'est celui d'apprendre à être chef d'entreprise, finalement. C'est pour ça que vous avez lancé un incubateur. Alors, c'est pas seulement chef d'entreprise, c'est aussi toutes les obligations réglementaires. Oui, bien sûr. Oui. Le contexte réglementaire qui est extrêmement complexe du CGP. Ensuite, c'est le sourcing, on va dire, fournisseur, c'est-à-dire le sourcing produit. D'accord. Avant même de chercher des clients, c'est savoir qu'est-ce que je vais proposer. Je sais faire, ou je sors d'une banque privée, ou je sors de l'école, quel assureur, quel contrat, quel SCPI, quel fonds,
Oui, bien sûr. Et là, alors, c'est génial quand on est indépendant, et ça répond à votre question sur le contexte. Les plus armés aujourd'hui, dans des contextes compliqués, c'est quand même les conseillers. Ils ont absolument une latitude énorme en matière de choix d'investissement, et sans contrainte, et une agilité surtout. Ils ne vont pas passer par des comités nouveaux produits, des nouvelles directives. Non, ils ont une capacité d'agir qui est quand même hyper rapide par rapport à des grosses institutions. Oui, mais est-ce qu'ils ont le temps d'aller chercher tous les produits, décortiquer tous les produits, et là, est-ce qu'ils ne vont pas finalement retrouver ce qu'on trouve déjà chez tous les autres CGP? Alors non, parce que c'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure. Un contrat d'assurance vie. Alors déjà en tant que courtier, dans les devoirs du courtier, le courtier est mandaté par son client. Donc en tant que courtier, je dois avoir fait une analyse objective du marché pour vous proposer un contrat. C'est-à-dire que j'ai analysé des contrats d'assurance. Ça tombe bien, les marketplace multifournisseurs en architecture ouverte. Donc ça veut dire qu'on va avoir 9 contrats actifs et donc on sait comparer les contrats. Et en fonction du client, on va tout de suite dire, voilà, en fonction du besoin client, voilà quel contrat. Et tous les contrats ne se ressemblent pas, croyez-moi. Et vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance, c'est ce que je vais expliquer, vous dire, ah ben moi je voulais faire du 100% private equity ou du 100% immobilier. Ah bah mince, mon contrat ne le permet pas. Voilà. Donc vous engagez dans un contrat, c'est vous engager dans des conditions particulières, donc ça nécessite l'analyse du produit. D'accord. Ouais. Et donc c'est là où il y a une difficulté aujourd'hui, c'est d'aller chercher tous ces produits à proposer quand on est chez CGP, c'est ça? Exactement. On peut sortir de l'école et se dire, bon bah voilà, le retour des rendements obligataires, ou le retour des rendements obligataires, c'est contextuel. Bah oui, mais quelle société de gestion? Quel fonds? Là, j'ai envie de dire, tout commence. Une fois qu'on a conclu ça, c'est faire l'allocation d'actifs. Et alors, bien sûr, il y a des outils qu'on met à disposition, comme Cantalis, des outils bien connus, des simulateurs, etc. Mais néanmoins, c'est bien d'avoir quelqu'un au téléphone, des vrais gens, des vraies équipes, des vrais experts qui vont dire, voilà, pour telle ou telle raison. Alors, chez Norcia, vous faites comment concrètement? Vous faites une présélection pour les CGP que vous accompagnez ou Alors, on peut avoir à peu près tout ce qu'on a envie, puisqu'on est totalement en architecture ouverte. Néanmoins, on a une équipe d'expertise qui analyse des fonds et qui va accompagner les CGP sur des idées d'allocation. Alors, ils ne font pas de conseil, ils ne font pas du conseil au niveau client, surtout pas. Mais ils vont accompagner le CGP pour travailler et avoir des idées d'allocation ou orienter vers des asset managers plus spécialisés que d'autres sur telle et telle thématique, ou faire découvrir aussi au CGP, qui est peut-être dans sa zone de confort parce qu'il sort d'une banque privée, il connaît que les fonds maison, le faire sortir de sa zone de confort pour aller chercher d'autres asset managers qu'il ne connaît pas, faire découvrir d'autres nouveautés, etc., etc. Donc ça, cette expertise, elle est très importante au démarrage. IP, ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, expertise juridique, expertise réglementaire, au démarrage, c'est essentiel. Éric Pichet, alors ma question se base sur une actualité qui concerne les courtiers, la réforme du courtage, mais on peut l'élargir à tous les métiers de la gestion de patrimoine. Dans le sujet de la réforme du courtage, il y a notamment le sujet de la formation continue des courtiers. Comment est-ce que... Ça existe déjà. Ça existe déjà, bien sûr, ça existe. 20 heures par an, etc. Bien sûr, non, ça existe déjà. Le sujet, c'était que les associations, effectivement, suivent ça et qu'il faille adhérer à une association agréée. Ma question est, quand on est responsable d'un master en formation initiale, comment est-ce qu'on s'intègre dans un métier où il va falloir ensuite avoir de la formation continue tout au long de l'exercice? Oui, mais c'est une autre activité dite exécutive, c'est ça. Mais je voudrais revenir sur un point très important là, concernant les étudiants qui sortent de la formation initiale. C'est qu'il est très rare qu'un étudiant crée son cabinet en sortant. D'accord. Il ne faut pas se leurrer. Okay. Le profil non, mais c'est important à dire pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Le track habituel, c'est banque privée pendant quelques années et après ils évoluent en gestion de fortune éventuellement, etc. Ou on travaille chez un CGP pendant 5-6 ans, on apprend le métier, on devient associé, on crée son cabinet. Mais j'ai très peu d'étudiants, j'en ai peut-être un tous les 2-3 ans, qui crée son cabinet. D'accord. Voilà, et c'est souvent parce qu'il est dans un environnement familial favorable. D'abord, on va se former un peu sur le terrain. Forcément, donc on ne va pas arriver en sortant comme ça, on a les bases théoriques, ok, mais on peut pas commencer en mettant sa plaque et puis en développant le... Il faut déjà avoir les clients aussi. Oui, bien sûr. Mais donc, du coup, on va les chercher chez les autres, c'est ça que... Non, mais on apprend, on voit comment ça se passe. Alors moi, j'ai un super truc, c'est le transfert pacte. Si vous voulez récupérer des clients, c'est super facile. Et au démarrage, ça peut être intéressant. Non, écoutez, alors quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, Éric Pichet, un jeune ou une jeune qui veut se lancer aujourd'hui en gestion de patrimoine? Je pense qu'il faut déjà faire ses armes, soit en banque privée, soit dans un cabinet de gestion de patrimoine de taille moyenne.
Si je suis mauvais en maths, j'oublie la gestion de patrimoine? Pas du tout. Non? Pas du tout. Oui, très bien. L'important, c'est aussi la relation client. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le contact humain peut compenser La psychologie, c'est fondamental dans le métier. Hein. Stéphanie Gagné, même question. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui? Mais jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, vous avez dit moins jeunes. Oui, alors c'est pour ça que j'associe toujours les jeunes qui sortent de l'école, effectivement, qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas pratiqué encore. Hein. Donc c'est comme en médecine ou à mon œuvre, on fait l'internat, il faut quand même pratiquer un petit peu. Ouais, bien sûr. Du vrai, de la vraie vie. Donc cela, je suis d'accord avec Eric, il faut pratiquer, il faut peut-être pas se lancer tout de suite. Mais en revanche... En fait, faut se tromper avant de se lancer, c'est ça? Oui, alors je sais pas si en médecine c'est valable ça, mais... Oui, on en tue beaucoup. Mais oui, évidemment. Après, on parlait des banquiers privés. Évidemment, on a beaucoup de banquiers privés déjà les jeunes CGP viennent beaucoup nous voir parce que forcément, c'est quand même facile avec Norcia de démarrer et de s'occuper du développement. Bien sûr, et on gère tout le reste globalement. Mais non, les banquiers privés, eux, recherchent un accompagnement, mais surtout, ils veulent qu'on les oriente, qu'on les réassure, qu'on les soulage, surtout en matière de traitement d'opérations, etc., pour qu'ils puissent se consacrer au développement. La clientèle. Le développement de la clientèle, c'est leur premier objectif quand ils sortent des banques. Et je disais en rigolant, les transferts packs, c'est important. C'est que on a une dizaine d'assureurs dans notre stock, et effectivement, c'est quand même un moyen génial de récupérer des contrats. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe chez Norcia. Merci Eric Pichet, professeur, directeur du master spécialisé patrimoine et immobilier à Kedge Business School. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.